C'est dans le cadre de votre émission de Crypteco qu'on se retrouve une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans cette émission et merci en tout cas de vous disponibiliser à chaque instant, à tout moment pour suivre cette émission. 3 sujets à l'ordre du jour. Nous allons parler le mois de la femme oblige. Ils sont 2 hommes, mais ils vont donner leur aperçu pour la femme, mais également nous allons un tout petit peu creuser autour du thème international. Et puis on va parler de tractation autour du prochain gouvernement. Comme vous le savez, l'UDPS s'est déjà prononcé sur la primature. Ils disent que c'est un poste qui leur revient de droit. On va en parler également au cours de cette émission. Et pour chuter, la Cour constitutionnelle venait donc de se prononcer autour de contentieux de législative en République démocratique du Congo, une pilule amère pour ceux qui ont déjà commencé à siéger depuis un certain temps. On les appelait déjà honorables et députés quelque part et ça s'arrête comme ça. Mes invités vont donner leur point de vue quant à ce, comment est-ce que ça va se passer, comment ça s'est passé ou dans le jour qui viennent en tout cas, comment s'y prendre pour remédier avec cette histoire. Est-ce possible d'ailleurs d'y remédier? On en parle tout de suite au cours de cette émission. Pour cela, j'ai Egide Ngwene, il est économiste et consultant ici au sein de Ecofilm Télévision, à qui je dis bonjour et bienvenue à cette émission, Egide Ngwene. Bonjour Madame Betty, bonjour à mon co-débatteur qui est à côté, Monsieur Tony. Face à lui, Tony Antoine Dibendila, il est également là. Et Tony Antoine Dibendila, merci d'être toujours dispo. Hein. Merci Betty Tanfoumou, c'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes. Et donc, une fois de plus, mais voilà, bien qu'il y ait un moment, je n'étais pas présent. Mais bien voilà, je suis là. Merci beaucoup pour l'invitation et salutations à tout le monde au plateau. Dans l'entrée des jeux, on a là, Egide Ngwene, quel aperçu avez-vous pour la femme, pas seulement congolaise, hein, la femme dans son ensemble? Pensez-vous que son combat aujourd'hui vaut la peine? Ben oui, hein, son combat vaut la peine, mais c'est quel genre de femmes qui combattent? Parce qu'il y a un problème au niveau de la femme. La femme, au-delà qu'elle est maman, parce que le femme, mais c'est comme si elle a oublié beaucoup de ses devoirs, beaucoup de ses impératifs. J'ai du mal à parler de la femme actuellement. J'ai toujours dit aux amis que la femme, ce n'est plus la femme qu'on attendait. Et la femme ne donne pas ce qu'on attendait d'elle. On attendait quel genre de femme? C'est-à-dire comment on s'attendait voir de femmes un peu très modestes, décemment au niveau de l'habillement. Mais actuellement, nous assistons devant de femmes où vous vous rendez compte, et une femme s'habille pour aller dormir. Vous allez vous rendre compte que dans la rue, vous trouverez des femmes habillées en bikini, habillées en robe de nuit, habillées à des choses un peu qui ne tiennent pas la place. Et c'est cette femme-là, si vous voulez investir en elle, ça va poser un problème à long terme. Mais on peut toutefois investir dans la femme. Ce n'est pas toutes les femmes qui s'habillent. Là, j'interpelle aux femmes qui ont l'habitude de s'habiller comme si quelqu'un qui partait pour dormir. C'est-à-dire pour dire que comment investir dans la femme, c'est le thème. C'est le thème d'ailleurs international, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. Donc on doit vraiment accélérer le rythme. Mais même si on voit au sein du gouvernement, on a vu le gouvernement passer sans dire, il y a eu 16% de femmes qui ont fait partie de ce gouvernement. Mais quel a été leur rendement? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? C'est la question que je me pose. Mais je ne sais pas, je ne sais ce qui m'ont souhaité qu'on ait encore plus de femmes cette année. Mais c'est quel genre de femmes? Moi je dis ce sont de femmes respectueuses. On a vu quand même Eve Bazaïba qui a travaillé dans le gouvernement Sama. C'est une femme qui se distingue. Vous avez le bilan d'Eve Bazaïba. Qu'est-ce qu'il a apporté au niveau de l'environnement? Je ne suis pas là pour parler d'Eve Bazaïba. Je parle de la femme en général. Qu'est-ce que Bazaïba a apporté au niveau de l'environnement? Le président de la République, dans son point de presse, il a cité un ministre qu'il a reconnu. C'était le ministre de... comment elle l'appelle? Ministre Eliaou. Mais Bazaïba a fait ce qu'elle devait faire au niveau de l'environnement, mais les effets ne sont pas palpables. Je ne suis pas là pour parler de la... Je parle de la femme et non d'une personne, non d'un ministre comme Madame Bazaïba, ou soit l'excellence de Bazaïba. Je parle de la femme. De la femme dans l'ensemble. Nous devons continuer à investir dans la femme. Et qu'est-ce qu'on doit investir dans la femme? Donc vous pensez que le combat de la femme aujourd'hui, hormis de chercher des postes et consorts, il faut également continuer en tout cas à prêcher sur cette jeune fille
qui n'arrivent pas à intérioriser les combats réels de la femme, ou la femme aujourd'hui encore du chemin à parcourir lorsqu'on parle du combat de la femme. Mais elle a un très grand chemin à parcourir, parce qu'elle doit d'abord commencer par arrêter de copier l'extérieur. Combat politique pour une femme, c'est un être humain. Si elle a des ambitions, elle est capable, elle a des atouts, elle peut faire de la politique, elle peut faire un combat. Elle peut aussi mener un très bon combat. On a vu des femmes comme Dabazaïba. Récemment, je vois Akassia, elle est en train de se battre, en train de frayer un chemin. Elles sont nombreuses, vraiment très nombreuses à citer. Combat, c'est pas un problème. Mais moi, je parle de la femme responsable d'un foyer. La femme responsable disons seulement d'une famille. Seule qui s'habille comme si elle voulait aller... Pas celle-là dont je parle. Je parle de la femme qui s'habille décemment, qui reflète, qui a la candide en elle. Quand je parle de la pureté dans son âme, qui est vraie. Parce que la femme, de par son départ, la femme, elle est l'unique personne qui est restée en contact avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est un pont. C'est-à-dire que certaines personnes disent même que qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Mais moi, j'ajoute qui trouve une bonne femme. Une bonne femme, ce n'est pas le moyen. Une bonne, c'est quelqu'un de très bien éduqué. Donc, s'il faut investir dans la femme, il faut investir dans l'éducation de la femme. Tony Antoine Dibendila, êtes-vous d'avis lorsque Jingwene dit s'il faut investir dans la femme, il faut investir dans l'éducation de la femme? Bon, avant d'arriver à cette question d'investissement dans la femme, je voudrais d'abord, j'ai saisi cette occasion pour rendre hommage aux femmes de qualité, aux femmes ambitieuses. Nous sommes au mois de la femme, je n'ai pas eu assez d'opportunités pour jeter des fleurs. Pour rendre hommage à madame. Jeter des fleurs à ces femmes qui font preuve de devoir d'exemplarité. Et là, je vois, et elles sont nombreuses en tout cas en RDC. Il y a Madame Nanou Mukawaninga, il y a Kassia Bandoubo Lambongo. Elles sont nombreuses, je l'ai dit, il m'arrive de côtoyer certaines. Et voilà. Mais les plus grands investissements dans la femme, je crois bien que c'est véritablement l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, quand il m'arrive d'échanger avec certaines, et il y a, quand on évoque la question de l'investissement dans la gente féminine, certains quasiment imaginent de l'argent qu'on va remettre à une femme pour aller ouvrir un business. Vous voyez un peu trop. C'est-à-dire que aujourd'hui, les combats de la femme est noble. Il y a des stéréotypes qui persistent, il y a des clichés qui persistent sur ce qu'on dit, moi c'est à Tungamboukate, ça revient régulièrement chez nous en Afrique, ici d'ailleurs au Congo. Mais moi je crois qu'il y a, la femme a beaucoup de potentialité. Il suffit qu'il y ait assez d'investissement en termes d'instruction et d'éducation et que cette femme-là soit bien encadrée. En tout cas, on aura un produit au même titre que l'homme. De la même manière que du côté des hommes, et de la même manière qu'il y a des hommes de piètre qualité, et de même il y a des femmes de basse qualité, et il y a des hommes de qualité, et de même il y a des femmes de très haut niveau. Donc moi je crois que, et s'il faut, moi j'encourage les combats de la femme de continuer à militer pour qu'elles arrivent à avoir plus des postes dans les milieux décisionnels, qu'elles puissent voir c'est-à-dire que certains stéréotypes être supprimés dans notre société. Moi je crois que l'État aussi doit accompagner. Aujourd'hui il y a quand même des lois qui encadrent, des lois en tout cas qui soutiennent la lutte pour la femme. Il y a aujourd'hui des lois qui obligent des quotas de 30%. Moi je soutiens en tout cas, et j'espère qu'à un certain niveau, à un certain moment on pourra avoir l'égalité des genres, parce que moi je l'ai toujours dit, des femmes éduquées, des femmes actives dans la société vont apporter beaucoup plus, et ça va aider la société dans son entièreté. Et donc moi je reste attaché à ces combats là, et c'est pourquoi moi j'ai toujours eu assez de respect pour les femmes en général, et c'est pourquoi nous dans un pays comme les femmes en général, en fait, Tony Antoine Dibendila, on parle également de l'égalité, de la parité et consort. Vous êtes également
vous occupez un poste de responsabilité dans cette chaîne. Comment faites-vous justement pour qu'il y ait égalité ou concrétiser cela au niveau professionnel? Ben, moi, je crois qu'il faudra, moi je l'ai toujours fait, il faut privilégier les compétences. C'est ça aussi, c'est pas parce que je suis une femme que je dois obligatoirement avoir accès ou obtenir telle ou telle faveur. C'est ça aussi, c'est pourquoi il faudra toujours recadrer les débats. Une femme doit être compétitive. C'est-à-dire, moi je ne vois pas dans quelle entreprise ou quelle organisation humaine on va juste prendre une femme parce que c'est une femme ou carrément parce qu'il faut obligatoirement respecter un certain quota au moment où on sait qu'il n'y aura pas assez de rendements positifs. C'est ça aussi. Et puis il y a des gens qui en profitent quand ils disent, bon voilà, on va respecter peut-être les quotas. Bon, on prend cette femme-là parce qu'elle est juste une femme et on sent qu'elle est faible. Au lieu de chercher ou d'insister pour obtenir cette femme de qualité, bon, on prend une femme faible et puis après on en profite, on abuse parce qu'on sait qu'elle n'a pas assez de niveau. Elle voudra bénéficier des faveurs du poste ou voilà, qu'elle bénéficie. C'est ça aussi, c'est pourquoi moi j'insiste, il faut privilégier les compétences, mais après il faut encourager. Vous voyez, notre société est constituée des, je l'ai dit ici, il y a des préjugés à l'égard des femmes, et donc moi je crois que ces préjugés là, c'est aussi une question d'éducation en général de la population au niveau des écoles. Lorsqu'on dit par exemple, Tony Antoine Dibendila, investir en faveur de la femme, n'est-ce pas du favoritisme? Non, il n'y a pas de favoritisme là. Ici nous sommes à Kinshasa, ce n'est pas assez ressenti. N'est-ce pas, il faut donner de la chance aux deux sexes. Tout à fait, mais nous sommes à Kinshasa, ce n'est pas assez ressenti. Quand on parle à l'intérieur du pays, on se rendra compte que les hommes sont assez favorisés. Prenons en termes d'avoir accès à l'éducation, ainsi de suite. C'est-à-dire, les statistiques sont là. On sent qu'il y a parfois des déséquilibres, mais il y a eu beaucoup de force ces dernières années. Vous voyez, même avec la gratuité de l'enseignement, je crois que ça favorise aussi certaines familles qui ont... Parce qu'il y a des cultures où on dit, bon voilà, la femme va se marier, ainsi de suite, on va privilégier l'homme. Voilà, vous voyez, il y a des perceptions comme ça, des choses. Et puis quand on dit, voilà, il faut investir en faveur des femmes, on ne dit pas qu'il ne faut pas investir en faveur des femmes, parce que de toutes les façons, quand on investit en termes d'éducation sur la femme, on investit également pour les hommes. Ces femmes-là pourront peut-être demain faire des enfants et tout, ils vont les éduquer. Une femme qui n'a pas un certain niveau, je ne vois pas ce qu'elle donnera à son fils. Donc voilà, moi je crois que lorsqu'on évoque la question d'investir en faveur des femmes, cela ne veut pas dire qu'il faut oublier, on n'exclut pas les hommes carrément, parce que ça dit, c'est justement faire en sorte qu'il y ait assez d'équilibre, Donc voilà en gros ma perception pour la femme. Et je l'ai dit ici, j'encourage les femmes ambitieuses, celles qui veulent vraiment se faire respecter, les femmes qui veulent défendre des valeurs. Donc voilà, nous... De percer. Voilà, des percées, d'avancer, on encourage le combat, mais il ne faut pas abuser, parce que j'ai à sourire, je crois les 8 mars, que l'ennemi de la femme c'est l'homme, hein. Les 8 mars, beaucoup plus de hommes qui combattent le femme aujourd'hui. Ça ce sont des ragots. Moi j'ai dit que j'ai réussi certaines images où je vois les femmes en train de boire et tout, et puis les gens en train de caricaturer. Ben, après, de toutes les façons, ce n'est pas interdit qu'une femme... C'est quand même le mois de la femme, un mot pour madame. Non, c'est des élèves. Et quel sera votre mot par rapport pour madame en rapport avec ce mois qui, elle, vous madame, c'est ma femme. Un mot à toutes les femmes de la République. Je les interpelle seulement à plus de respect, à une très bonne éthique, qui fasse preuve d'une très bonne éthique. Je ne saurais pas répéter le nom de Madame Nanou. Elle est toujours dans l'ombre. Nanou Mukawa, voilà. Notre maman, quelqu'un
d'une éthique un peu, on a la éthique qui est belée. Quand vous parlez avec elle, vous sentez quelqu'un qui est très bien éduqué. Elle a toujours dit que le savoir ne ment pas. Elle est très posée, très bien éduquée. En tout cas, il sait mettre quelqu'un à sa place avec beaucoup de respect. À ma femme, c'est que je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup ma mère. En tout cas, maman et tout le monde, je l'aime. Je suis pas là pour pas faire des dédicaces ou pour citer des noms. La femme. Moi, je reste toujours au niveau de l'éducation. Je suis la femme. Pourquoi? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si on est aujourd'hui, c'est parce que nos mamans ont été éduquées. Donc, je demande aux filles, aux parents et aux femmes de tout faire pour qu'elles soient catégorisées parmi les personnes bien éduquées. J'insiste. Pourquoi? La femme, à des fois, ça me fait mal. Vous allez entendre une dame parler de la parité. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la parité? Parce que la femme, déjà, de par sa nature, elle est plus forte qu'un homme. Plus forte. Il y a quand même Eugène Gwenet qui accepte que la femme est plus forte, que l'homme. La femme n'a même pas intérêt à aller chercher ce que l'homme a. Parce que la femme a tout. Elle a l'intuition qui est plus forte qu'elle. C'est au niveau professionnel. Je veux revenir. M. Tony déjà a tout épinglé. Il a dit que quand une femme est compétitive, elle mérite. Il a tout dit. Moi, quand la femme est compétitive, elle mérite. On sait voir des femmes très compétentes ici au niveau de la République. Ils assument aussi des fonctions, des postes de responsabilité qu'on connaît et jeter les noms. Mais j'interpelle les dames au niveau de l'éducation. Parce que c'est vous qui nous éduquez, c'est vous qui nous formez, c'est vous qui êtes nos mamans. Donc, faites de votre mieux pour que vous soyez classées comme parmi des femmes bien éduquées. Je reviens pour dire que la femme n'a pas intérêt à aller combattre ou aller dire la parité. Elle n'a rien à voir. Parce qu'elle est déjà au-dessus de l'homme. Parce que jusque-là, je donne un cas. La femme va concevoir pendant 9 mois. Elle va aller à la maternité. Elle va dégager un être humain que l'homme ne sait pas dégager. Je ne sais pas, peut-être vous ne savez pas voir cette différence. L'homme ne peut pas concevoir. Peu importe qu'il a les enfants, mais il ne peut pas concevoir. Et il ne peut pas donner un être humain sur terre. Vous allez déjà comprendre que la femme au-dessus. Moi, quand je vois la femme, je vois quelqu'un de très grand. Et j'ai beaucoup de respect. Entre les gens qui me côtoient, ils savent que je respecte le dame de fond à comble. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas intérêt à se comparer avec les hommes. Voilà, le dame, vous n'avez pas intérêt à vous comparer avec les hommes, mais sinon, la parité au niveau professionnel, nous devons continuer ces combats-là. Ça, c'est pas un problème. Bien qu'il y a déjà des avancées, mais il faut continuer encore, ça ne suffit pas. Continuons avec ces combats, en tout cas. Certainement, nous allons trouver gain de cause. Le président de la République l'a dit, il veut, après lui, qu'il y ait une femme qui les remplace. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Pourquoi pas demain, une femme également première ministre ici en République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Bien que M. Jules Alinguete est pressenti Premier ministre en République démocratique du Congo. On va changer de chapitre, Tony Antoine Dibendila. On va parler des tractations autour du prochain gouvernement. UDPS qui dit la primature, c'est un poste qui leur revient de droit, mais pour quelle productivité, d'après vous, Tony Antoine Dibendila? Je crois que aujourd'hui, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est la première force politique à l'Assemblée nationale. Et voilà, donc cette formation politique est bien partie pour occuper naturellement la primature. Et maintenant, pour évoquer la question du rendement, il faudra voir d'abord les profils et à partir de là on pourra spéculer. Avec quel profil, on pourra faire des prospections. Mais l'UDPS, c'est une formation politique qui regorge beaucoup de cadres et beaucoup d'intellectuels de très haut niveau. Mais après on verra quel profil, profil voilà, justement on verra ce que la personne qui est le président de la République pourra proposer, et puis on verra. Bon, de toutes les façons, c'est les choix du Premier ministre et relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut choisir l'UDPS comme ailleurs, tout en restant de la majorité la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. Il y a également un nom qui s'est dit
ces derniers temps, on parle également de Jules Alinguete, mais sans parti politique, parce que nous savons qu'il n'a pas de parti politique. Est-ce qu'il peut être primaturable? Mais je viens de le dire, que les choix du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et donc, je crois que si le président de la République démocratique du Congo veut faire de M. Jules Alinguete, il est exagérément compétent, on ne peut pas revenir là-dessus, il a fait ses preuves. Et donc, si le président de la République estime que M. Jules Alinguete peut être Premier ministre parce qu'il est primaturable, comme on les dit d'ailleurs, mais ça ne posera aucun problème. S'il faut évoquer la question d'appartenir à un parti politique et tout, si le président de la République estime que ce sera une condition quand même, mais il y aura des arrangements politiques qui seront faits et puis il va occuper ces postes-là, il n'y aura pas de barrière. C'est le président Tshisekedi qui nomme les premiers ministres, voilà. Mais au-delà de ça, s'il faut évoquer la question initiale liée à des tractations actuelles pour les prochains gouvernements, nous venons d'avoir la liste définitive des députés nationaux que la Cour constitutionnelle a récemment rendu public, parce que jusque-là, c'était ce qui a été en train de bloquer. En tout cas, le processus, c'était en tout cas ce qui bloquait même le processus, puisque c'est déjà sorti la liste définitive. Nous osons croire que dans le jour qui vient, l'informateur avait une mission de 30 jours renouvelable. Cela a été renouvelé par celui qui lui a confié d'ailleurs cette mission, le président de la République. Il a encore 30 jours de plus afin de proposer au chef de l'État ou d'identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un débat identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Non, aujourd'hui, c'est ce que je disais. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y avait un obstacle. L'opinion était en train d'attendre la liste définitive et même je crois que l'informateur Augustin Kabouya l'avait également dit, il fallait attendre la liste définitive des députés nationaux qui la Cour constitutionnelle allait rendre public. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons la liste définitive, bien qu'il y a certains acteurs, certains députés invalidés qui ne sont pas d'accord, et certaines formations politiques telles que l'AFDC, par exemple, qui a quand même perdu quelques sièges, qui n'est pas d'accord avec la liste définitive là. Et puis bon, on verra si la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a aujourd'hui une jurisprudence, la Cour constitutionnelle la fois passée c'était a pu faire les rétropédalages. Je crois c'est après le processus de 2018, et en 2019 il y a eu quand même la chambre spéciale pour revoir sa liste définitive. Et cette fois-ci on ne sait pas s'il y aura cette jurisprudence là sera mise en œuvre pour peut-être. Puisque vous évoquez l'AFDC dans cette liste définitive de députés consorts, il y a également un fils Bahati qui a été invalidé, alors qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui était derrière lui, qui était contre ce poste, ou quelqu'un qui cherchait également à reprendre son poste, mais il a quand même été invalidé. Comment expliquez-vous cette situation? Mais moi je crois que la question des débats, en fait, la question doit être posée à la Cour constitutionnelle, qui a analysé les faits, qui a analysé les différentes requêtes qui ont été introduites. Donc voilà, moi je crois qu'il faudra en tout cas questionner la Cour constitutionnelle, mais ce qui est vrai, je crois que les juges sont compétents, ils ont fait leur travail, et puis ils nous ont produit la liste qu'ils ont produit là. Et donc ceux qui contestent
la liste définitive de la Cour constitutionnelle, peuvent de toutes les façons introduire des requêtes, bien que la Constitution est claire, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire objet des recours. Aucun recours. Des recours. Voilà, mais il y a, je l'ai dit tantôt, il y a un précédent, il y a une jurisprudence où la Cour constitutionnelle elle-même peut revenir sur sa décision, et peut-être revoir la liste. Je ne sais pas si cela va être possible, mais il y a déjà une jurisprudence, donc la Cour constitutionnelle peut procéder en ce sens-là, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus assez, je dirais carrément qu'il n'y a plus d'obstacles, et donc je crois qu'il n'y a plus d'obstacles, et on va droit vers un nouveau gouvernement. Et voilà, pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, et pour la primature, il y a les noms qui sont cités, plusieurs noms en tout cas, qui sont cités. Il y a des partis qui se revendiquent, il y a d'autres qui estiment que c'est eux qui doivent prendre la primature, mais je crois que de plus en plus, il y a l'opinion se fédère autour de la position de l'UDPS, parce qu'elle est de toutes les façons la première force politique. Donc voilà, là où il n'y a pas de débat. Et puis après, on va voir les profils qui seront adaptés, les profils en tout cas adaptés pour gouverner, pour aider justement, pour aider les chefs de l'État à atteindre ses objectifs. Nous savons qu'il y a les axes qu'il s'est fixé pour ces mandats. Il y a sur des questions peut-être de l'emploi, il veut créer plus de 6 millions d'emplois, il y a les infrastructures, il y a les programmes de développement local de 145 territoires, donc il y a plusieurs défis, et on attend ce gouvernement et ce premier ministre qui va vraiment conduire les programmes du gouvernement, et voir ce que cela pourra donner à son terme. Donc aujourd'hui, j'estime que les chefs de l'État ont les mains libres. Il y a les partis politiques qui se réorganisent, mais c'est plutôt l'opposition, c'est plutôt l'opposition qui est de plus en plus faible. L'opposition vraiment est affaiblie actuellement, et moi je crois que pour l'équilibre de la démocratie, l'opposition doit se réorganiser. J'ai vu il n'y a pas longtemps ici Martin Fayulu qui a organisé certaines assises pour revoir comment, il y a ce qu'ils appellent l'objectif 2028. Il n'a plus de gaz, comme le dit l'équipe. Il se réorganise pour voir comment faire face à Félix Tshisekedi. Donc de toutes les façons, moi j'estime que aujourd'hui le président Tshisekedi a les mains libres pour nommer. Égide Menet, la formation du prochain gouvernement prend plus de temps aujourd'hui. La question est de savoir, aujourd'hui, un premier ministre qui n'a pas de main liée à un parti politique, est-ce que c'est là pour résoudre le problème que les Congolais ont aujourd'hui, ou celui-là serait mieux pour accomplir justement les objectifs que s'est assigné le président de la République? Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir un premier ministre qui soit lié dans un parti politique ou pas, mais qui soit d'abord quelqu'un très compétent et qui est ministrable. Le fait qu'il soit lié ou pas, on peut faire des consensus, on peut faire des arrangements politiques. Du coup, il peut se retrouver du jour au lendemain membre d'un tel ou tel parti politique. Mais je pense que le grand problème ici, c'est le profil du Premier ministre. Qui sera le prochain Premier ministre? Quel profil? Parce qu'au niveau déjà de l'UDPS, tout est déjà connu. Parce que l'informateur, il a détecté la coalition majoritaire. Il s'est carrément dit que l'UDPS, et avec tout ce qu'il a comme coalition, il est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle même le président était très content de la mission de l'informateur. Il a doublé sa mission, soit pour aller plus avoir un consensus au niveau de la stabilité et de l'efficacité, afin de dégager le nouveau gouvernement. Donc au moment où nous sommes, je pense que si les choses vont bien, mais il faut aussi tenir compte, il y a des aléas. Il y a des aléas, entre autres, il y a la guerre de l'Est qui pose beaucoup d'ennuis au niveau de la République, où à des fois certaines décisions traînent pour qu'elles soient prises. Mais on prend ça, on doit toujours le prendre en compte. Il y a aussi la problématique de quoi encore que j'ai oublié récemment ici. Il y a beaucoup de choses qui dérangent un peu, mais tout ce moment où nous sommes ici, je pense que toutes les batteries devaient déjà être en marche, parce que la Cour constitutionnelle nous a rendu la tâche facile au président de la République et ainsi qu'au formateur qui est M. Kabouya, l'honorable l'ex, soit l'ancien CG
de l'UDPS. C'est-à-dire qu'il lui a rendu la tâche facile, déjà en publiant la liste des 48 députés qui sont validés, c'est-à-dire qu'ils ont invalidé les autres. Mais moi, maintenant, la question que je me dis, c'est que je pourrais dire qu'ils ont invalidé. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'était des cas... la mer à boire, hein. Effectivement, bon, je ne suis même pas au niveau que la pilule soit amère à boire ou pas, mais c'était des contentieux. Ce sont des gens qui ont posé des problèmes, soit ils ont connu des abus. Et c'est la raison pour laquelle on avait invalidé leur candidature. Maintenant, que fait la justice? Parce que nous devons redorer l'image de la justice. Donc pour vous, il ne faut pas seulement invalider, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. S'il faut sanctionner et faire des enquêtes qui peuvent amener vraiment à des actions disciplinaires, et chacun doit écoper, ou chacun doit être en mesure de subir la peine de subir sa peine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement invalider, on ne peut pas seulement valider, mais après avoir validé ceux qui sont invalidés, il faut les juger, il faut les sanctionner. Mais s'ils ne sanctionnent pas, quelle sera l'image de la justice? Pour redorer, il faut sanctionner. Maintenant, mais s'ils ont connu seulement de problèmes au niveau où, par exemple, que c'était la CENI qui a eu à mal calculer le nombre de votants et consorts, pourquoi est-ce qu'on doit sanctionner? Mais je pense que tout le monde n'aura pas le même problème. Les problèmes là-bas sont différents. C'est-à-dire que chacun a son problème. Je parle de cas très litigés que la Cour constitutionnelle doit se dire face à cette situation, nous devons sanctionner. Et que voici la peine qui est requise pour ces cas et tel autre cas. Il ne faut pas que ce soit seulement on valide et puis on invalide, non. Maintenant, je reviens au niveau du profil. L'IDPS a quand même des membres ou des cadres au sein du parti. Mais au moins, nous avons besoin de quelqu'un qui peut incarner l'image de la République. Le pays est vaste. Quelqu'un qui peut matérialiser le projet de société qu'a présenté le président de la République lors de la campagne. Vous voyez un peu, c'est cette personne, c'est cette image-là que nous attendons. Vous voyez, récemment, il nous présente un monsieur comme gouverneur de la ville de Kinshasa. On ne refuse pas. Là, on ne refuse pas. Mais il faut quelqu'un de très compétent. Vous savez, la ville de Kinshasa est vaste. Il faut de bonnes politiques. Il faut des politiques. Il ne faut pas seulement que ce soit des slogans. On a vu ici Kentoko, Kinibopeto. On a tout vu. Si ce sont des slogans, ça n'a rien donné. On veut voir quelque chose. Si vous dites quelque chose. Cette fois-ci, la ville maintenant amena de la chance. Parce qu'il va avoir un gouverneur intellectuel, quelqu'un qui est très intelligent qu'on connaît. C'est un économiste. J'étais avec lui à l'université de Kinshasa. C'est lui qu'on a présenté qu'on a présenté. S'il sera élu, ça ne sera pas mal pour la ville. Mais je me pose la question, que vient faire maintenant Edi Yeli comme vice-gouverneur à Kinshasa? Ce sont des partis politiques. Effectivement, ce sont des partis politiques. Lorsque la majorité présente un candidat, nous supposons que ceux qui les accompagnent doivent également proposer des candidats. Mais il vient faire quoi à Kinshasa? Je ferme ma parenthèse, mais au moins la question, il a compris. Qui vient faire Edi Yeli à Kinshasa? Il est aussi il est dans la liste des partis qui sont alliés à l'IDPS. Il est vice-gouverneur. Vous voyez un peu. Kinshasa, on peut prendre comme on a pris Bumba, qui est du Congo central. Vous pensez qu'il ne mérite pas d'être présenté comme vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Vous basez sur quoi? Je vois Edi Yeli est dans la continuité des gens qui sont partis. Ça dit que je ne pourrais pas dire de jusseur, mais comment on dit en français, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est de l'impopularisme, c'est un homme populaire. Ça dit que c'est partout où nous passons, on cite le nom d'Edi Yeli. Vous voyez un peu, ces actes sur le terrain, on les connaît, mais au niveau de la gestion de la ville, là, Puisque vous soulevez cette question, Egide Ngwene, dans l'entretemps, les conseillers communaux n'ont pas de siège ou siéger. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore commencé à travailler justement à cause de cela. Vous savez, le plus important, il fallait d'abord commencer. Vous savez, le pays a fonctionné pendant autant des années, il n'y avait pas de conseillers communaux. C'est pour la toute première fois. Effectivement, il fallait d'abord commencer. Ils doivent comprendre. Parce que dans le temps, il y avait seulement l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, mais il n'y avait pas de conseillers communaux. Parce que l'Assemblée provinciale élit le gouverneur. Vous voyez un peu. Au niveau de la commune, le bourgmestre aussi devait être élu. Et au-delà que le bourgmestre soit élu, il fallait aussi que chaque commune ait sa propre politique. C'est-à-dire
c'est-à-dire, et nous, nos communes ici étaient gérées par la ville. C'est le gouverneur de la ville qui avait la politique des différentes communes. Mais avec les conseillers communaux, ils sont là. On commence d'abord. Moi, je me dis, même sous les manguets, ils peuvent travailler. Même dans des églises catholiques qui sont là-bas, ils peuvent aller demander des salles, commencer. Qui doivent d'abord commencer. On doit d'abord commencer. Vous voyez, nos communes sont sales. Quelles que soient les conditions, ils doivent d'abord commencer. Parce que ça n'a pas existé depuis autant des années. Et c'est une première fois. Ils doivent mettre un peu de l'eau dans leur verre de vin, de whisky, un peu qui commence d'abord, même sous un manguier qui commence, même sous un palmier qui commence d'abord. On va leur chercher après. Moi je me dis, en plus dans chaque commune actuellement il y a des salles de fête. Il y a les salles où on inaugure de mariage ou soit de mariage civil. Mais ils peuvent commencer dans ces salles-là en attendant que le gouvernement prenne les décisions se construisent pour eux. Voilà, ils peuvent d'abord commencer en attendant que le gouvernement trouve une solution. C'est sur ces mots de Gilles Ngbene que nous renfermons cette émission de Crypteco, votre émission que vous aimez tant. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était donc votre émission de Crypteco et à la prochaine.